Dear. Valley People. Dear. Valley People. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle conférence de Dear Valid People. Je suis accompagnée de mes invités qui sont nombreux aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va parler donc des milieux protégés et en particulier du sujet du travail. Donc une petite mise en situation, un petit contexte qui s'oblige. Donc le milieu du travail, enfin les milieux protégés, en l'occurrence du travail, ça concerne donc des personnes qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas, ou en tout cas qui n'ont pas la possibilité ou de travailler de manière classique dans le milieu ordinaire, on va dire. Donc, aujourd'hui, on va parler en particulier des ESAT, donc des établissements et services d'aide par le travail. Donc, c'est des établissements qui sont issus du médico-social et qui font donc travailler des personnes handicapées dans un cadre particulier avec un accompagnement médico-social et éducatif. Ce milieu-là, dans le milieu protégé, en l'occurrence ces ESAT, c'est pas soumis au code du travail. Mais donc on va y revenir. C'est un code spécifique, mais on va y revenir parce que c'est des précisions dont il va être question. À distinguer, là, on va parler surtout essentiellement des ESAT et pas des EA, donc entreprises adaptées, qui elles sont issues du milieu ordinaire et qui sont dépendantes du code de travail. Et donc où il y a au moins 55% des salariés qui sont des travailleurs handicapés. Bon, c'est une petite spécificité, mais on pourra y revenir de toute façon. Voilà, je m'appelle Camille, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Bonsoir, je suis ravie d'être là. Et merci à vous en tout cas d'être là. Et bien, je vais passer direct la parole à mes invités qui haussent les yeux. Et si vous pouvez vous présenter brièvement en quelques mots. Allez, c'est parti. Et merci. Bonjour à tous, je m'appelle Paul, je suis moniteur d'atelier dans un ESAT, donc en espace vert. Ça fait 4 ans et demi maintenant. Et voilà, après je suis engagé dans l'association et puis aussi au niveau syndical. Voilà. Bonjour, je m'appelle Gilles Brèche. Je travaille à l'ESAT comme gérant d'espace vert depuis octobre 2024. Voilà. À l'ESAT de Casséno. En vol, c'est ça, en vol, exactement. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse Kerr, j'ai 34 ans et je travaille à l'ESAT L'Envol depuis 2011. Je suis au bureau Falk, je transcris des documents faciles à lire et à comprendre. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre parcours déjà, dans un premier temps? Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'ESAT? Quel a été un peu le parcours en amont? Peut-être je te redonne la parole, Héloïse, et on refait dans l'inverse, ok? Donc moi j'ai eu un cursus scolaire normal jusqu'en seconde. Après j'ai été dans un atelier thérapeutique à Cournonterral pour une remise à niveau et pour remettre dans le bain du travail. Et ensuite, j'ai parcouru 2 stages à l'ESAT de Castelnau. Du coup, à l'ESAT de Castelnau, j'ai fait 2 stages. Donc, j'ai fait le premier stage en septembre 2010. Pardon. Et après, j'ai fait un autre deuxième stage en février 2011 et j'étais embauchée en 2011, le 1er avril 2011. Donc ça fait 14 ans que je suis dans la même boîte. Donc du coup, voilà, dans les ESAT. Voilà, et je suis très contente et très heureuse et je m'épanouis chaque jour dans ce que je fais et c'est très important pour moi. Donc voilà. Après la 6e, j'étais dans un établissement pour passer un CAP espace vert, jardin espace vert.
Après, j'ai passé un CAP mécanique agricole et puis un BEP agricole et j'ai travaillé dans les mairies, dans les entreprises privées un peu partout. Et après, j'ai trouvé à l'ESAT qu'ils embauchent des jardiniers et ça m'a plu. Et depuis octobre, au début, j'ai fait un stage pendant un mois en septembre 2024. Ça m'a plu. Le moniteur, il était content de moi, l'équipe aussi. Et moi aussi, j'étais content de travailler avec cette équipe. Bonne ambiance, on travaille bien. Et après, j'ai demandé à être embauché. Et depuis, je suis embauché à l'ESAT. Et je suis très content. Voilà. Et heureux. Avant que tu arrives à l'ESAT, quand tu faisais des stages là, en mairie, etc., ça c'était dans le cadre du milieu ordinaire, on va dire, ou c'était déjà suivi par un ESAT à l'époque? Ordinaire, oui. Voilà. On va revenir après sur le pourquoi aussi vous avez intégré un ESAT, mais peut-être toi, Paul, si tu peux aussi amener ton rapport à quel moment est-ce que tu as intégré l'ESAT d'un point de vue professionnel du coup? Du coup, moi, ça fait 4 ans et demi, bientôt 5 ans. À la base, moi, j'ai fait des formations assez classiques, bac pro, BTS en aménagement paysager. J'avais un peu une perte de sens dans mon travail. J'ai fait quand même pas mal d'entreprises espaces verts. Et du coup, j'ai découvert les ESAT, je connaissais pas leur existence. Et du coup, j'ai postulé tout simplement. Et j'ai été embauché. Après, voilà, c'est vrai que j'ai pas, moi, de diplôme dans le social, dans le médico-social. Mais bon, ça a pas été un problème. Et ouais, voilà. Alors, est-ce que Héloïse et Gilles, vous pouvez nous dire un peu plus pourquoi est-ce qu'il y a eu le souhait, ou en tout cas à un moment donné l'envie, ou en tout cas le projet de rejoindre un ESAT. Donc peut-être je te redonne la parole, Gilles, pour commencer, à la suite notamment là, de ces stages en municipalité dont tu nous parlais. Ouais, exact. Je suis rentré dans les apps parce que j'ai un petit handicap. Je faisais des crises d'épilepsie. Maintenant, je prends un traitement. Voilà. Et j'ai pas le droit de monter très haut, plus de 3 mètres, à cause de mon handicap épileptique. Voilà. Comment est-ce que tu as connu l'existence des ESAT, et comment est-ce que tu t'es dit, du coup, c'est vers là que je vais me tourner? C'est ma sœur qui a trouvé ce établissement pour moi, que je sois bien adapté dans l'établissement, travailler avec une équipe et tout. Voilà. Et après, on a fait 2 démarches. C'est long à préparer les dossiers, etc. Et après, ça allait bien, vite, rapide. Ouais. Voilà. Voilà, après, depuis, je suis à l'ESAT et je suis content. Moi, j'ai trouvé les ESAT parce qu'en fait, du coup, j'étais suivie par un suivi psychique. Donc, j'ai un problème psychologique. Donc, du coup, en fait, ils m'ont remis dans le bain pour que je puisse travailler et continuer à travailler normalement. Sauf que doucement, pas trop vite, tout ça, avec que ça soit adapté pour moi. Et du coup, durant mes stages, ça s'est bien passé. J'ai très vite intégré l'équipe. Je voulais savoir par rapport à ces gens-là qui sont très bien, qui ont une position très bien placée à l'heure actuelle, qu'est-ce qui les a poussés à essayer d'être dans un ESAT, et comment on fait pour être dans un ESAT? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Est-ce que c'est une pension handicapée? Comme il disait, monsieur, qu'il était handicapé, il n'a pas dit à combien, mais il était handicapé et tout. Donc, savoir s'ils sont rémunérés, tout ça, quoi. Surtout. Ok, ouais, c'est très bien comme question. Ça a fait tout de suite le lien aussi avec la suite de du déroulé. Donc, parfait, merci à vous. Je vous laisse répondre à cette question. À Héloïse. Oui, on est rémunéré, donc on touche la moitié d'un salaire de SMIC. Et ensuite, on a la hache qui complète, la Cotorep qui complète entre 50% de moins que la totalité qu'on vous avait entièrement. Et on l'a beaucoup moins. Moi, je l'ai à 700 € et quelques, et il y en a qui vont l'avoir à 600, ça dépend. Et on a de l'ancienneté aussi. Ça dépend. Donc voilà.
Ouais, l'AH, l'allocation adulte handicapé, qui est à 960, 900 euros à peu près. Quasi 1000, ouais. Quasi 1000 maintenant quand il n'y a pas de salaire qui vient compléter, ouais, en effet. Donc en effet, ça c'est pour le côté un peu voilà rémunération et cadre de travail. Est-ce que Paul, peut-être tu peux nous dire un peu plus sur en fait comment dire les conditions un peu de l'ESAT qui sont vraiment différentes de celles aussi qui dépendent pas en fait du code du travail. Et est-ce que tu peux un peu commencer à dresser le tableau de voilà quelles sont les spécificités de l'ESAT quoi. Oui, donc effectivement, ouais, c'est pas le code du travail, hein. C'est le code des familles, l'action sociale et des familles. Donc c'est pas un salaire qui est perçu, c'est une rémunération. Donc il y a pas, voilà, après voilà, il y a du coup par rapport à ça, il n'y a pas forcément de cotisation, il y a pas de cotisation pour le chômage, il y a des cotisations pour la retraite, mais voilà, ça reste du coup, c'est uniquement sur la partie salaire qui est à peu près donc de 50, tu disais, de 50% du SMIC, c'est ça. Donc il y a, je crois, les aides qui financent à peu près 10%, entre 10 et 20%. Et après, le reste, c'est une dotation du département qui vient compléter. Et donc ça fait les 50%. Et après, derrière, il y a, comme tu disais, la hache qui vient compléter. Mais grosso modo, dis-moi si je me trompe, mais c'est à peu près vers un SMIC. Ça correspond à un SMIC. Pour un temps plein en ESAT. T'es à mi-temps, ouais. Et ça varie du coup, ouais. Ok. Alors, si je comprends bien dans le fonctionnement, si on ne perçoit pas l'AAH, on ne peut pas travailler dans un ESAT. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un handicap et ne pas percevoir l'AAH parce qu'on a un handicap léger. Et dans ce cas-là, on ne peut pas du tout postuler, en fait. Ou ça veut dire qu'on va juste être payé de moitié, je ne sais pas. Non, du coup là-dessus, il faut une RQTH et si je dis pas de bêtises, il faut que ce soit plus d'un tiers d'invalidité. Ouais. Voilà, c'est là. Voilà. Après, il faut monter un dossier et puis après, c'est étudié par la MDPH, la maison du coup des handicapés. Non, maison départementale des personnes handi. Voilà, c'est plus précis. T'as raison, ça s'appelle la maison des handicapés. Mais pourtant, les handicapés ne se sentent pas du tout chez eux là-bas, donc trop bizarre. Mais sur le site du gouvernement, quand j'ai commencé à regarder un petit peu préparer la conférence, ça dit que, donc, en parlant des ESAT et des personnes qui sont les travailleurs handi, en fait, travailleurs en situation de handicap, je cite, leur capacité de travail doit être inférieure au tiers de celle d'un travailleur valide. Donc, de ce fait, la majorité des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes ayant un handicap mental et de plus en plus avec un handicap psychique. Donc voilà, un tiers, comme tu le disais, un tiers de celle d'un travailleur valide. Après, comment ça se passe, c'est que les travailleurs et travailleuses, ils ont au moins 20 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de mineurs avec vous, heureusement. Et sauf cas exceptionnel à partir de 16 ans. C'est ça, prolongation. Et après ça, c'est voté en CDAPH, là, en Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc porté par la MDPH. Pour continuer peut-être un peu sur la question des droits en fait et du code du travail, t'as pas tout dit, c'est qu'il y a aussi eu une petite évolution des droits depuis 2024. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, du coup, c'était mi-2024, il y a une évolution des droits, donc c'est quand même une belle évolution. En gros, les personnes du coup qui travaillent en ESAT maintenant ont le droit de faire grève, ont le droit de se syndiquer. Il y a la possibilité d'avoir une couverture du coup collective avec une mutuelle ou qui est prise en charge à 50% par l'ESAT. Alors à savoir que c'est pas mis en place par chaque ESAT parce que problème de financement, etc., etc. Donc je sais pas si vous à l'envol on vous l'a proposé. Ouais, on vous l'a proposé. Ok. Donc il y a ça. Du coup, le droit à la formation a un petit peu évolué aussi. Mais voilà, en fait, c'est vrai que c'est des droits qui ont été acquis quand même de haute lutte. Il a fallu se battre pour avoir ces droits-là. Je parle du milieu ordinaire. Et c'est vrai que voilà, ils sont arrivés en 2024, du coup, dans le milieu protégé. Ce qui pose quand même un petit, en tout cas de mon point de vue, un petit peu question. Et ces évolutions-là, elles sont notamment dues au fait que y ait l'ONU et l'Union européenne qui est demandé aussi à la France
insister sur le fait que d'aller plus vers de la désinstitutionnalisation en fait, parce qu'ils considéraient qu'il y avait il pouvait y avoir des problématiques qui pouvaient limiter aussi le développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap dans des structures, voilà. Donc voilà, c'est cette évolution là. Ouais, carrément. Je m'appelle Laurent Resser, j'ai 55 ans. Mon fils est Maximilien, j'ai 3 enfants, Maximilien, Flavien et Jade. Et Flavien est venu ce soir parce que je lui ai proposé de venir pour cette réunion, quoi, voilà. Et il a une situation de handicap aussi, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait confiance au fait qu'il vienne ici et qu'il puisse discuter avec des gens comme vous. Voilà, je vais lui passer la parole. Moi, je m'appelle Maximilien Rosser, j'ai 25 ans et je travaille à l'ESA de l'Envol aussi, à Castelnau. Et je travaille dans les espaces verts dans la voirie. Voilà. Quand vous êtes arrivés à l'ESAT, tous les deux, donc à différents moments de votre vie, est-ce que vous avez eu connaissance de ces droits, de ce cadre particulier qui était du coup différent de celui du milieu ordinaire? Est-ce que vous avez eu tout un accompagnement à cet accès aux droits en disant l'ESAT, ça fonctionne comme ci, comme ça, vous avez tel accès mais pas celui-là. Enfin, est-ce que vous avez eu cette connaissance-là? Oui, après j'ai été suivie par une assistante sociale qui m'a guidée, qui m'a informée de tous les droits qu'on avait, et pas les mêmes droits que les éducateurs ainsi que les professionnels. Du coup, oui, j'ai eu les bonnes informations, et après, au fur et à mesure, ça s'est développé, comme a dit Paul, ça s'est développé, et heureusement qu'on n'est plus comme à l'ancien temps, tout ça, voilà. Donc on a le droit de vote pour tout le monde maintenant, et c'est important. Voilà. Même ceux qui sont sur curateur et tuteurs, ils peuvent voter. Donc ça, c'est bien. Tu disais que tu avais connaissance là, de ne pas avoir forcément les mêmes droits que les travailleurs, les moniteurs. Est-ce que quand tu as appris ça, en gros, est-ce que comment tu t'es senti, tu vois? Est-ce qu'il y a eu un élan de révolte et de te dire ah non, je veux pas ça? Ou est-ce que tu t'es dit bah ouais, ok, ça me semble normal par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Après, oui, il y a certaines choses qui me semblent normales parce qu'on n'a pas tous le même niveau. Donc, du coup, ils ont différents diplômes, différentes choses. Donc, du coup, on n'a pas non plus les travailleurs un bac plus 10 ou un bac plus 1. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes droits que les autres personnes du personnel. Donc, du coup, ça, je tolère. Mais après, les droits de pause et tout ça, il y a des moniteurs qui abusent de ça. Et du coup, des fois, c'est un peu révoltant. Mais on peut pas tellement dire des choses parce qu'après, ça peut nous retomber dessus ou des choses comme ça. Donc, on se laisse un peu faire. Mais après, je veux dire, si on veut pas quitter l'entreprise plus tard, au mieux, un peu des fois, rien dire et voilà. Je te donne la parole. Oui, c'est vrai que dans mon quotidien, je confirme un peu je confirme même carrément ce que tu dis. C'est-à-dire que il y a une différence de traitement entre les personnes accompagnées, travaillant en situation de handicap et les salariés. Puis même au niveau du droit du travail, c'est aussi il n'y a pas de cotisation du coup pour l'assurance chômage. Au niveau des prud'hommes, je crois que c'est pas possible non plus d'aller au prud'homme quand il y a un souci. Je rajoute quand même un truc que j'ai oublié de dire, dans les nouveaux droits, il y a aussi une instance mixte. Je sais pas si on l'a présenté. Voilà. Donc il y a aussi dans ces nouveaux droits aussi, moi je parle déjà au sein de ma structure, c'est quelque chose qui a pas vraiment été clairement évoqué. Ça a été présenté, mais bon, plutôt discrètement, on va dire. Ça a été fait parce que voilà. Mais j'ai même dû le rappeler à un moment donné. Donc voilà, le droit de grève, le droit de syndiquer, qui sont hyper importants quand on travaille et pour défendre ses conditions de travail. Et donc il y a cette instance mixte qui est un petit peu comme un CSE dans le milieu ordinaire, on va dire, où en gros c'est à la fois des travailleurs en situation de handicap et à la fois des
salariés et on traite des questions de santé et sécurité au travail. Voilà. Il y a des personnes qui ont été élues, des travailleurs du coup en situation de handicap qui ont été élus pour participer à ça. Donc il y a quand même des évolutions, mais ça reste très limité et le poids qu'elles ont vraiment sont aussi très limités et peu définis au final. Voilà, c'est plutôt consultatif. Voilà, c'est pas vraiment. Il y a peu de poids. Voilà. Après, je sais pas, vous faites des réunions d'expression. Ouais, vous faites des réunions d'expression. Donc c'est le cas aussi. Nous, c'est ce qu'on organise. Mais il y a aussi une limite dans ces réunions d'expression. Il y a peut-être des fois des sujets que vous évoquez régulièrement, mais qui n'évoluent pas. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, moi, je sais que des fois, je les anime, donc j'essaie de faire remonter les choses, mais bon, des fois, ça revient pas. Hein. Et c'est vrai, quoi. Alors moi, j'avais une petite réflexion qui me venait en écoutant, parce que en fait, les travailleurs handicapés en ESAT, ils sont considérés comme des usagers. Je crois que c'est bien le terme, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme une personne qui va prendre le train et est usager de la SNCF. Mais en fait, quand on travaille dans un ESAT, on est usager de l'ESAT et on n'est pas considéré comme un salarié. Ce qui veut dire qu'en fait, on est considéré comme bénéficiant d'un service et non pas travaillant en termes de productivité. Et je trouve ça, moi ça me questionne énormément parce que les personnes qui travaillent dans les ESAT, elles produisent du travail, vous produisez du travail au même titre que d'autres personnes, vous faites vos heures de travail et vous produisez quelque chose qui a de la valeur. Donc en fait c'est là où repose une partie du problème, c'est de considérer que simplement on bénéficie d'un service alors qu'on produit de la valeur et du travail. Donc voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est aussi ce que pointait l'ONU du doigt, hein, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, sur ce côté-là où en gros, voilà, c'est des personnes considérées comme usagers, donc avec des droits limités, mais en même temps qui produisent un travail et qui produit de la valeur. Et qui bénéficient aussi à la structure. Après, voilà, il y a une réalité aussi de baisse des financements aussi dans les ESAT, et donc d'augmentation. Alors, je sais pas si vous le ressentez. Ça fait combien de temps, toi? Ça fait que quelques mois, tu disais? Ça fait depuis, j'ai fait un stage en septembre pendant 3 semaines, pardon. Et après, j'étais embauché en octobre. Oui, c'est vrai, ça serait bien un peu plus, surtout dans le milieu espace vert. Et j'étais dans l'espace vert, c'est très physique. On est fatigué le soir et on a besoin un peu plus de salaire augmenté. Voilà. C'est vrai, parce que c'est pas l'espace vert, c'est pas évident. Le soir, je suis fatigué. Voilà. Et aussi, je rajoute aussi dans les AT, on peut faire aussi des formations, si on veut, demander au responsable espace vert ou au responsable n'importe quel milieu activité. Quelque soit formation, par exemple, formation dans l'espace vert, tronçonneuse ou formation ou d'autres activités professionnelles dans l'espace vert. Ou bien première secouriste, aussi on peut faire, formation, ça c'est très important, surtout dans les AT. Par exemple, si un collègue qui est blessé, on peut intervenir directement, comme ça on est capacité de le sauver. Voilà. Même aussi on peut faire des stages dans la mairie ou d'autres domaines, des décathlons ou un peu partout. Voilà. Si je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand on parlait de la question des expressions, c'est ça que tu as dit, les groupes d'expression? Les réunions d'expression, où tu disais que parfois il y avait des problématiques qui étaient soulevées et qui n'étaient pas forcément remontées. Est-ce que tu peux nous dire de quel type de problématiques il s'agit? Est-ce que c'est des problématiques qui touchent à
juste aux relations interpersonnelles entre les gens? Est-ce que c'est des problématiques un peu plus logistiques, tu vois? Quel type de problématique c'est? Ce qu'on essaye de relever, moi j'ai été 8 ans partie du CVS. J'ai fait 8 ans de CVS, donc j'étais représentante de mon atelier. Et du coup, on faisait souvent des réunions et on parlait de notre ESAT et tout ça. Et du coup, c'est vrai que les sujets qui sont souvent relevés, c'est le salaire. C'est qu'on est très mal payé pour ce qu'on fait et que des fois, on en a marre. Des fois, je disais, je veux plus travailler parce que avec le salaire qu'on a, c'est compliqué et tout ça. Donc, même à vivre, hein. Maintenant, on est dans une société où c'est compliqué, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, du coup, voilà, surtout le salaire. Après, il y en a, il y avait trop des éducateurs qui nous rabaissaient tout le temps ou des choses comme ça. Donc du coup, on disait, nous, on n'est pas des Mongols, quoi. On n'est pas des... Enfin, pardon pour l'expression, mais voilà, on sait quand même ce qu'on dit, ce qu'on fait, et on n'est pas bête. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose, cette relation sur entre guillemets, l'infantilisation, enfin le fait d'être abaissé, c'est quelque chose que vous avez été plusieurs à faire remonter? Oui, on a été 4 ou 5. Bon, après, on est nombreux dans notre réseau. Mais après, on a été remonté avec des personnes de mon équipe. Et on est allé dire, on a dit, oui, des fois, vous nous infantilisez trop avec vos... Tout ça, mais oui, mais on fait on demande aux gens globalement de le faire. On demande pas à une seule personne, on peut pas faire. Je dis, ouais, mais bon, dites-le à part, mais pas devant nous, ceux qui comprennent et tout ça, parce que des fois, c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais sinon, après, dans l'ensemble, ça se passe bien. Non, pas forcément, parce que moi, on est une bonne équipe. Le moniteur, il est gentil, il est raisonnable, il n'est pas rabaissé, il nous soutient, il est là pour nous aider, même si on fait le travail un peu mal, pas mal, mais il nous corrige, comme ça, pas comme ça. Il nous conseille beaucoup de choses dans l'espace vert. Ouais, t'as des bonnes relations avec. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est aussi, voilà, dépendant aussi des relations interpersonnelles, des relations de travail, où en fait, ça peut très bien se passer avec un responsable, une responsable, et comme ça peut très mal se passer au-delà du cadre, du milieu protégé ou pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les milieux protégés, dans le rapport au handicap, et c'est ce qu'on dit souvent aussi à travers les conférences, c'est que il y a quand même souvent la perception que la personne handicapée, elle vaut moins qu'une personne valide. Au-delà de l'ESAT ou au-delà du cadre du milieu protégé, il y a quand même une distinction qui s'opère entre des personnes valides et des personnes handicapées. Évidemment, là, on fait une généralité, mais c'est sur beaucoup de cas, en fait, que ça se passe comme ça. Est-ce que toi, Paul, on va dire de l'autre côté de la vision, tu ressens ça aussi? Alors, toi, forcément, mais même avec du coup les autres moniteurs, est-ce que tu ressens cette relation un peu déséquilibrée? Oui, oui, carrément. Moi, je la ressens, mais moi, j'ai pu aussi on va dire que il y a plusieurs angles, mais il y a l'angle aussi des fois de la formation des moniteurs. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai pas eu de formation dans le social et médico-social. J'ai uniquement une formation professionnelle, on va dire. Il y a cet angle-là. Il y a aussi le fait que les travailleurs sociaux dans les ZAD sont aussi un peu pressurisés. On nous demande de plus en plus d'être productif, en tout cas de faire de la production. Et du coup, alors ça peut entraîner aussi des fois des attitudes qui sont clairement pas adaptées. Il y a ça, et puis il y a aussi des fois, il y a tout le cadre aussi, on va dire systémique, le système aussi de l'ESAT. Et fait aussi que avec les histoires, le fait que vous n'êtes pas des salariés non plus, que c'est compliqué de faire valoir vos droits, d'exprimer aussi les évolutions que vous voudriez avoir dans la structure. Ça fait aussi que ça crée un déséquilibre. Après moi c'est vrai que moi aussi ça a pu m'arriver par exemple des fois de pas forcément avoir une communication adaptée ou de pas réagir de façon adaptée par rapport aux travailleurs que j'encadre en espace vert par exemple. Alors pour plein de raisons, mais il y a aussi ce côté où on nous demande de la production, on nous demande du rendement,
Et des fois, voilà, on a du mal à être un peu sur tous les fronts. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y a un vrai glissement. Moi, je le ressens en tout cas à mon niveau en tant que professionnel. Ça fait que 5 ans, mais il y en a qui en parlent depuis longtemps aussi. On nous demande de plus en plus de production. On a de moins en moins de temps pour faire de l'accompagnement, pour être un peu plus individuellement présent et tout. Et voilà, c'est qu'il y a, je crois que les chiffres, c'est à peu près en 20 ans, il y a une baisse de 40% des financements du département pour les ESAT. Donc du coup, il faut rééquilibrer ces 40%, il faut les retrouver dans de la production. Donc du coup, et même au niveau des mots employés par la direction, de plus en plus, ça va être, on va parler d'entreprise. Voilà, on va dire que c'est une entreprise. On va nous parler de production, et de moins en moins, on nous parle d'accompagnement, quoi. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, surtout vous, monsieur. Je ne me rappelle plus votre prénom, mais je m'appelle Paul, c'est vrai. Donc, par rapport à ce que vous dites, 40% et tout ça et tout, en fait, où est la solution? Quelle est la solution pour que tout ça remonte au niveau? Parce que je trouve que l'évolution des handicapés, moi je suis handicapé à 84%, on dirait pas. Je marche beaucoup et je fais beaucoup de choses et tout ça. Mais comment on peut faire pour rétablir le niveau des handicapés au niveau de tout le monde? Vous dites, on n'est pas salarié, mais vous travaillez quand même, vous faites des heures pas possibles, vous êtes rémunéré pas très bien. Quelle est la solution? Il faut descendre dans la rue? Il faut faire quoi? Il faut se manifester? Il faut se bouger? C'est incroyable de ne pas avoir de solution et de pas de réponse, de voir le peuple qui attend que tout se passe. Il faut se bouger, quoi. Et je demande comment il faut faire et quelle est la solution que vous avez, vous, à grande échelle, parce que c'est pas à petite échelle qu'il faut réagir, c'est à grande échelle pour sauver tout ça. Voilà, merci à vous. Merci. Belle transition. Ouais. Non, mais après, j'ai pas de réponse toute faite parce que je pense que c'est quelque chose qui se réfléchit collectivement. Après, vous avez employé employé les mots aussi. Voilà, c'est de la mobilisation. Effectivement, ça peut être par de la grève, ça peut être en tout cas de l'organisation et puis des réflexions aussi sur quel autre modèle on aimerait voir. Il existe d'autres modèles. Il y a des modèles où c'est, par exemple en Suède, où il y a très peu d'établissements comme les ESAT. C'est vraiment à la marge, mais on va dire, c'est un choix des personnes en situation de handicap d'y aller du coup. Mais c'est vraiment, il y en a très peu en fait. Très très peu, et là, majoritairement il y a plus une volonté d'investir dans les entreprises, d'aider les entreprises à pouvoir investir pour adapter les postes de travail aux différents individus. Et il y a aussi des grandes campagnes de publicité, pour communication, merci, pour casser aussi l'image du handicap auprès de la population en général, mais aussi auprès des entreprises. Voilà, après c'est pas parfait non plus parce qu'il y a toujours une réticence des entreprises d'embaucher des personnes qui sont en situation de handicap. Ouais, bien sûr. Alors de mon point de vue, oui, c'est une volonté politique parce qu'il y a aussi les ESAT sont tenus par des associations gestionnaires. Il y a aussi un intérêt économique. Après, et puis c'est aussi une vision politique. Clairement, je pense que pour eux, en tout cas pour ceux qui ont pris ces décisions-là, mettre les personnes en situation de handicap entre guillemets à part dans des institutions, oui, voilà, c'est ça. C'est une volonté politique. Ça pourrait être totalement différent. Il y a les moyens pour le faire. Si les moyens étaient réorientés, ce serait possible. Donc oui, c'est une volonté politique. Donc que faire pour aller contre une volonté politique? Il y a différentes choses. Comme tu dis, voilà, le faire grève, se mobiliser, s'organiser, réfléchir à d'autres modèles. Et puis. Je vais te donner la parole. Je suis d'accord avec la mobilisation citoyenne obligatoirement, la mobilisation militante. Là, ce qu'on fait en fait, là, vraiment, d'en parler déjà, de le questionner et tout, c'est beaucoup en fait. Enfin, ça c'est beaucoup. Bien sûr que non à échelle humaine ou peut-être là, à l'instant T, ça. Mais si, c'est beaucoup parce qu'en fait, on sème des graines, on réfléchit collectivement ensemble et tout, et on crée déjà quelque chose. Par contre, je pense qu'il y a aussi vraiment. Enfin, moi, je suis vraiment friand et
Et j'apprécie beaucoup la question de la pédagogie, la question de la sensibilisation, de la vulgarisation. Et je pense vraiment qu'il y a l'idée de, oui, il y a une volonté politique, économique, etc. Mais il y a aussi l'idée d'arriver à faire comprendre ce qui se découle et quels sont les enjeux derrière ça. Et c'est-à-dire que pour moi, la question des milieux protégés, la question de l'institution, elle est transposable. La manière dont on traite les personnes handicapées en milieu protégé, c'est la manière aussi dont on traite les personnes âgées dans les EHPAD, c'est la manière dont on traite le milieu carcéral, tous ces milieux fermés où en fait c'est une partie de la population qu'on veut pas trop voir en fait, qu'on met de côté parce que ok, il y en a qui ont fait des conneries, ok, il y en a qui sont un peu vieux et qui arrivent plus à être autonomes, ok, il y en a qui arrivent pas à travailler classique dans un milieu ordinaire et à être rentable à 40 heures semaine ou quoi, enfin et encore s'ils le sont du coup, mais en tout cas au même rythme que le milieu ordinaire. Donc en fait c'est tout ce petit monde là qu'on se questionne pas trop en fait, qu'on se dit pas on va peut-être essayer de changer la société, on va essayer de changer le fonctionnement et les rouages pour essayer de les intégrer, mais de se dire non, on les met de côté, comme ça au moins on n'en parle pas, ils sont là-bas et ils font pas trop de bruit en effet, et puis on s'en occupe comme on peut et voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un truc au-delà de politique, il y a quand même une vraie philosophie de société. Et souvent, là, tu citais la Suède, et c'est vrai que les pays nordiques, je pense qu'il y a plein de trucs perfectibles et qu'ils sont pas parfaits à plein de niveaux, mais en tout cas sur la question de quand même des droits sociaux et des droits humains et de ce qu'on fait, comment on fait société tous ensemble, ils ont quand même 3000 pas d'avance quoi. Après ils sont aussi beaucoup moins nombreux, enfin tu vois, je peux montrer aussi les entre-deux, mais c'est sûr que philosophiquement en tout cas on se dit que ouais ils sont déjà dans une autre perspective quoi. Ah, on dit pas ça, tu sais pas avec qui t'es, hein. T'es avec un syndiqué de chez syndiqué, et il va te chercher les cagettes. Ah là là. Tu voulais intervenir, tu voulais faire une... Je suis désolée, il faut que je te file le micro. Si, bonjour. Du coup, je ne sais pas si ça a été évoqué comme je suis arrivée en retard. Après, moi, je voulais te demander par rapport aux conditions de travail, au temps d'apprentissage, de formation. Est-ce que vous pensez que du coup, vous avez des meilleures conditions de travail peut-être en ESAT ou que vous pourriez les retrouver peut-être dans une entreprise classique avec un petit peu d'effort, je ne sais pas. Quand vous posez la question, pensez bien à parler près du micro parce que capte. Ah ouais. À qui je donne, à Gilles ou à Héloïse? Pour moi, les conditions de travail, elles sont bien car du coup, il y a plus de temps, pour moi, dans mon ESAT, il y a plus de temps, plus d'accompagnement. Et du coup, je me sens mieux directement avec eux, les travailleurs et que les professionnels, que dans un milieu ordinaire. Parce que j'ai déjà tenté dans un milieu ordinaire. J'ai déjà fait des stages au CHU de Montpellier, à la blanchisserie du CHU, et du coup le rendement n'est pas le même du tout, c'est pas du tout pareil, et ça demande, on était 65 travailleurs dans le CHU, dans la blanchisserie du CHU de Montpellier, et je peux vous garantir que c'est très très dur. C'est vraiment, faut y aller, faut avancer, faut avoir des initiatives, faut pas rester devant son drap et rester planté, hein. Donc du coup là ça peut pas marcher, mais du coup par contre le problème c'est aussi en ESAT, c'est que ce qui est bien c'est qu'il y a plus d'accompagnement, il y a plus de choses qu'on peut évoquer que dans le milieu ordinaire quoi. Mais voilà. Mais après le rendement il est bien aussi. Moi je suis plus dans un atelier de production, je suis dans un atelier je fais du FALC, donc du coup je transcris des documents faciles à lire et à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait je simplifie les phrases et je fais des phrases plus courtes. Tout ce qui est compliqué, en fait, je le transcris en FALC, en facile à comprendre. Je suis derrière un ordi à mi-temps et je travaille tous les après-midi avec mes collègues. On est 4 dans l'atelier. Et sinon, le reste partie de la journée, je suis à mi-temps et je fais différentes activités extra-professionnelles. Comme du sport, je fais quoi du sport, je fais, je sais plus, je répète. Donc voilà. Conditions du travail à l'ESAT, je suis bien adapté, je suis à l'aise comparé d'autres où je travaillais dans les mairies, dans les entreprises privées où j'étais pas bien, j'étais pas mauvaise ambiance. Surtout, je travaillais dans une entreprise comme intérim, c'était l'usine, il n'y avait pas d'ambiance, chacun pour soi.
Et là, dans la mairie, c'est pareil. On faisait tout, on était polyvalents, mais moi, je préfère l'espace vert que dans la mairie. Ils nous donnent beaucoup de choses qu'on n'a rien à voir dans l'espace vert, dans ma formation. Et là, dans les ZAT, on fait que espace vert, jardin espace vert. Et c'est intéressant, en plus, on fait où je travaille dans les ZAT, on fait les particuliers. Et on travaille aussi dans les entreprises ou dans les parcs, un peu partout. Et en bonne ambiance, on se rabaisse pas. On travaille, on est sérieux. Il n'y a pas, tiens, toi tu fais mal au travail. Non, même le moniteur, il nous soutient. Il nous dit, voilà, il nous dit pas, ah, t'as fait mal au travail, c'est pas bien, recommence. Et ça, j'ai trouvé ça dans les ZAT très intéressant, que dans le milieu ordinaire, on ne trouve pas ça. Là, cette ambiance-là, voilà. Oui, du coup, pour un peu continuer ce que tu disais, Elodie, c'est effectivement en termes de productivité, le niveau de production attendu est moins important dans le milieu protégé que dans le milieu ordinaire. Et quelque part un petit peu heureusement d'ailleurs. Après, il y a des petites ambiguïtés aussi, ou on va dire que par exemple des entreprises, des fois vous pouvez faire des stages ou des mises à disposition, ce genre de choses, pour aller du coup vers le milieu ordinaire. Il y a souvent aussi un intérêt pour les entreprises, ou des fois elles utilisent un petit peu ça aussi, parce que ça leur permet aussi de pas forcément embaucher à plein temps des personnes en situation de handicap, parce qu'elles vont pouvoir du coup dans leur comptabilité, etc., dire qu'elles ont embauché tant de personnes et elles paieront pas d'amende, parce que normalement, voilà, il y a une obligation d'embaucher, les entreprises ont une obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap, et si c'est pas respecté, il y a des amendes. Mais pareil, comme tu disais Gilles aussi, quand on travaille chez des entreprises, dans des entreprises, quand on va faire l'entretien d'espace vert des entreprises, c'est quelque chose aussi que les entreprises vont déclarer comme du travail de personnes en situation de handicap. Et des fois, ça leur permet d'éviter d'embaucher des personnes à temps plein ou à mi-temps en situation de handicap, quoi. Donc il y a quelque chose qui est pas évident là-dedans aussi. Après, effectivement, on adapte, en tout cas, en tant que moniteur, on adapte quand même le travail au maximum. Mais après, ça dépend aussi des moniteurs aussi. Ça dépend, voilà. Il y a des moniteurs qui vont, qui passent des fois peut-être un peu l'ancienne école. Après, je sais pas s'il y a vraiment un lien avec ça, mais qui vont être quand même beaucoup dans la production, qui vont être durs, qui peuvent être faire des humiliations, ce genre de choses, et d'autres qui vont faire plus attention, qui vont faire en sorte que la journée se passe bien et que voilà. Après, voilà, ça reste quand même la question. En tout cas, pour moi, ça pose la question aussi du travail au sens capitaliste du terme, où du coup c'est de la production malgré tout, et qu'au final le milieu ordinaire, c'est pas forcément quelque chose qui, ça peut être adapté ou pas, mais c'est pas forcément, moi pour avoir fait beaucoup de boîtes en espace vert, c'est pas forcément quelque chose, même pour moi, que je conseillerais entre guillemets. Donc ça, en fait, pour moi, ça pose la question aussi du travail et du sens du travail, et voilà, dans le sens de production toujours, voilà. Vous savez que c'est une question. Juste avant de te donner la parole, je voulais dire que c'est souvent ce qui revient aussi quand on parle avec des travailleurs sociaux, ou en tout cas quand on évoque le sujet des milieux protégés, des ZAT, c'est de dire ah bah oui, mais dans ce cas ils vont où les travailleurs handi s'il y a plus de milieux protégés ou s'il y a plus d'institutions. Pareil pour les IME, les instituts médico-éducatifs. Ah bah oui, mais dans ce cas les enfants autistes, les enfants avec des troubles du comportement, s'ils sont pas dans ces milieux-là, ils vont où? Parce qu'à l'école telle qu'elle est aujourd'hui, ça va pas. Le monde de l'emploi, le monde professionnel tel qu'il est aujourd'hui, bah ça va pas. Et oui, la réponse c'est que oui, le milieu tel qu'il est aujourd'hui ne va pas. Et si c'est juste ouvrir des postes pour permettre l'accès à des personnes handies ou à des enfants en situation de handicap d'intégrer le milieu scolaire, et que rien ne change, qu'ils se retrouvent avec 30 gamins par classe et que ça braille dans tous les sens, qu'il n'y a aucun accompagnement, qu'il y a zéro adaptation et de mise en place, oui, c'est sûr que c'est pas du tout la bonne solution, on est d'accord.
Mais voilà, l'idée, c'est de repenser ça, en fait. Mais c'est en ça que, comme je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, Paul, c'est que c'est en ça que ça redevient une volonté politique, d'être un vrai projet de mandat, enfin même d'une vie, d'une société, quoi. Mais bon, après, on voit aussi sur les réformes de l'éducation, à chaque mandat, à chaque gouvernement différent qui passe, il y a des réformes de l'éducation à n'en plus finir, et on défait pour refaire. Donc, c'est un peu des fois le serpent qui se mord la queue, quoi. Par contre, juste dans ce que tu disais par rapport au monde, au milieu protégé, à ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs par rapport au milieu protégé et milieu ordinaire, moi ce que j'entends aussi dans le fait que vous vous sentiez bien dans ce milieu-là, c'est qu'il y a un peu l'idée de, en fait, j'ai pas à me battre, j'ai pas à essayer de faire ma place, j'ai pas à essayer de faire un effort pour m'insérer dans un milieu qui est pas fait pour moi. En fait, là, en ESAT, quand les conditions sont posées, que les relations avec les moniteurs, etc. se passent bien, avec les autres se passent bien, en fait, c'est cool, quoi. Enfin, c'est cool. Ça peut être en tout cas fluide et ça peut bien se dérouler. Et moi, c'est moins stressant, ouais, carrément. Moins stressant. Et moi, c'est ça que j'entends là dans ce que vous dites et en fait, c'est entendable, hein. C'est légitime de penser et de concevoir les choses comme ça aussi. Donc voilà. Il y a une intervention, ouais, Roland, là-bas. Par rapport à ce que j'ai entendu là, que vous travaillez dans des ESAT et tout, il vaut mieux faire partie d'un ESAT et travailler à mi-temps comme madame et avoir une aide après, ou travailler à plein temps dans un ESAT et regarder la société à l'heure actuelle. Il y a tellement de demandes d'emploi. Est-ce qu'il y a la place pour nous, les handicapés, à travailler à la place de ces gens-là? Oui ou non? Oui ou non? Oui et non. Oui, après, c'est sûr que... Wow. J'étais pas prêt à celle-là. Ouais, après, c'est vrai que oui... Au niveau, oui, on s'en parle après du niveau du chômage, etc. Oui, mais après, le chômage aussi, c'est une volonté politique, entre guillemets. Si on travaillait moins longtemps, si, entre guillemets, on travaillait 20 heures semaine, si on partageait le travail, le chômage ne serait plus forcément une problématique. Donc, pour moi, on revient sur une volonté, vraiment une volonté politique, quoi. Bien. Alors nous, c'est que de plus en plus, en tout cas au sein de l'ESAT dans lequel je travaille, on propose, l'adaptation du temps de travail se fait de plus en plus. Après, il y a peu d'évolution, il y a peu d'évolution au niveau du salaire entre un mi-temps et un plein temps. Pas du salaire du coup parce que c'est pas un salaire, mais en rémunération, à la fin du mois entre l'AH et la rémunération, entre un mi-temps et un plein temps. Il y a une différence? Ok, d'accord. Touche moins en mi-temps qu'en plein temps. Ok, d'accord. Beaucoup? Le plein temps, c'est dans les 600-700 euros et on perd à peu près... je suis à 350 euros par mois. Et oui. Mais après, t'as l'âge qui complète, mais c'est pas grand-chose non plus, quoi. Donc voilà. Et oui. C'est compliqué des fois, ouais. En plus, là, on l'a pas trop précisé, mais est-ce que vous pouvez aussi dire où est-ce que vous habitez, dans quel type de logement et tout, parce que en fait, ça entre en compte. Vous payez des loyers classiques. J'habite à Castelnau, donc dans un appartement toute seule. Voilà, depuis 5 ans maintenant. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu dur quand même. Les fins de mois sont très dures et du coup, c'est pas facile. Pas facile pour tout le monde en fait, mais plus dur pour nous aussi peut-être. Pour nous, ouais, surtout. Moi, je vis à Saint-Mathieu-de-Tréguier et le trajet, il faut payer l'essence. C'est pas donné, le trajet. J'ai à peu près 19 km le matin et le soir. Bon, heureusement, c'est une voiture diesel, sinon après, parce que bon, je ne consomme pas beaucoup, mais j'habite aussi seul. C'est pas vraiment un F2. Voilà, et bon, je paye. Je suis en location. Voilà. Toi, tu es à plein temps. Moi, je suis à plein temps, moi. Oui. Moi, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'histoire de productivité, le côté capitaliste de la société. Finalement, ce
ce qu'on voit pour moi comme problématique, c'est finalement il y a une idée un peu derrière de les personnes handicapées devraient forcément trouver un moyen de travailler malgré leur handicap, avec cette idée un peu de comme c'était pour leur redonner une dignité, comme s'il y avait une dignité particulière à travailler. Et je pense qu'il faut aussi imaginer une société où en fait on n'est pas obligé de travailler. En fait, c'est pas une fin en soi le travail, et en fait, on pourrait décider en tant que société que les personnes handicapées aient des moyens financiers suffisants pour justement vivre dignement et faire autre chose de leur vie que travailler finalement. Parce que on perçoit toujours le travail comme une fin, alors que déjà dans les vies endigues, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, il y a plein de choses, il y a beaucoup de démarches administratives, il y a un temps aussi qui est différent. Prendre des transports, parfois ça prend 2 fois plus de temps. Et en fait, tout ça, c'est un temps où en fait on s'occupe de soi-même. Et en fait, parfois c'est un travail à temps plein en fait d'être handicapé. Et donc voilà, je pense que c'est une réflexion à avoir collectivement, que on peut très bien s'épanouir en ayant des activités associatives, bénévoles, en s'occupant d'enfants, en faisant des choses autour de soi, dans son quartier, dans sa communauté, sans forcément avoir un travail au sens salarié dans une organisation. Voilà. Merci. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord. Et à la fois, moi, je comprends aussi, je conçois que... j'entends qu'il faut l'idée de l'objectif de quelque chose dans une vie. Enfin là, encore une fois, on parle du travail, mais en fait, c'est transposable avec plein d'autres choses, avec la question aussi de la norme de vivre en couple, hétérosexuel, d'avoir des enfants, de toute la question de la norme aussi, comment elle se situe, elle est hyper questionnable. Mais je trouve qu'après le milieu du travail, il peut être aussi assez épanouissant en fait quand il y a mais le milieu du travail, le milieu des études, le milieu de l'école. Enfin, après moi, j'ai été dans des milieux ordinaires, et ça s'est quand même bien passé pour la majorité du temps, même si j'étais la seule personne et la seule enfant en situation de handicap, et où tu vois ce que tu décris tout à l'heure en disant en fait, ou ce que vous décriviez en disant là en fait dans ce milieu-là c'est cool aussi, et en fait ça se passe bien, c'est moins stressant. Là moi je vivais pas forcément ça à l'école ou dans le monde du travail, mais en fait ça permet aussi de se confronter à des réalités différentes, à des relations différentes, à des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés aussi dans d'autres cadres, en restant aussi des fois dans un cercle ou dans un truc avec des proches ou sa famille. On rencontre pas des gens qu'on rencontrerait dans le milieu du travail. Donc en ça, je le trouve aussi intéressant, ce milieu du travail, même si en effet il a plein de défauts à plein d'endroits différents. Je vois l'heure qui tourne carrément, ouais, je m'attendais pas à ça. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu du FALC, s'il te plaît, du facile à lire et à comprendre. C'est un vrai support, pour moi c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors du coup, je fais donc du FALC, donc je transcris les documents faciles à lire et à comprendre qu'elle nous donne notre éducatrice. Et du coup, après, je suis co-formatrice aussi. Je fais des formations, donc je forme des gens dans le milieu professionnel, donc comme au CHU. Je vais former des professionnels de santé. Je vais former des professionnels aussi des éducateurs. Je forme beaucoup de personnes pour que l'handicap soit reconnu que le handicap soit reconnu grâce à un logo qui s'appelle le S3A. Accueil, accessibilité et accompagnement. Et du coup, ce logo sert pour toutes les personnes en situation de handicap. Et du coup, en fait, elle sert comme dans les trains, dans les
pour que les personnes puissent se diriger tout seuls et sans qu'il y ait besoin de quelqu'un qui les accompagne. Et comme ça, ils sont... Parce qu'en fait, des fois, dans les magasins, ils n'osent pas rentrer, ils n'osent pas demander les personnes en situation de handicap. Et du coup, c'est compliqué pour eux. Et nous, on va faire en sorte que tout se passe bien et qu'on soit plus reconnus. Voilà. Et ouais, on fait des formations et du coup ça commence à venir, mais après ouais, ça commence à venir petit à petit et je pense qu'il y aura de la progression encore plus. Et des fois on travaille pour le gouvernement, donc on essaye de quand même de faire remonter les choses le plus haut possible quand même. Des fois si c'est dur, mais on s'accroche et faut rien lâcher. Voilà. Trop bien, hyper intéressant, merci. On a... Ah, pardon. Allez. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, Héloïse, j'ai une question. Est-ce que pour ces missions de formation, tu as de la rémunération en plus ou ça passe dans ce que tu fais déjà? J'ai pas de rémunération en plus, mais mes sœurs sont notées et je peux les récupérer en temps et en heure par des jours de congé, en fait. Voilà. Et aussi pour la blanchisserie, j'ai fait 12 ans de blanchisserie et la blanchisserie, en fait, on faisait tous les jours fériés, si on voulait, on était volontaire, on faisait tous les jours fériés et on récupérait par des jours de congé. Voilà. Donc ça a complété quand même. Mais ça n'avait pas le salaire qui suivait, on n'était pas payé d'où, mais on avait déjà les jours de congé, c'était bien. Parce qu'en ESAT, on a le droit qu'à 6 semaines de congé et ça va vite. Ça va très vite. Je vous avoue que des fois, c'est compliqué à gérer. Du coup, on est obligé de faire demander des congés, des sans solde, voilà, c'est ça. Et du coup, là, on n'est pas payé du tout. Donc là, le salaire, il baisse complètement et c'est bon. Donc, vaut mieux essayer de gérer ses congés ou demander une semaine de plus si on peut, mais pas en abuser trop non plus parce que sinon, à la direction, ça fait... Voilà, c'est ça. Tout ça, là, Héloïse, tu nous en parles, mais j'imagine que peut-être il y a des travailleurs ou travailleuses qui ont du mal à gérer ça, à gérer cet équilibre entre et la vie personnelle, la vie professionnelle, gérer les congés, gérer la rémunération, etc. Comment est-ce que ces travailleurs-là, ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Oui, ces travailleurs-là sont accompagnés actuellement par des éducateurs en foyer. Du coup, ils sont vraiment accompagnés pour dire voilà, écoutez, ça va pas, remettre en question la chose et vraiment se dire voilà, en ce moment ça va pas trop. Du coup, ils disent que voilà. Mais ils sont aidés par les éducateurs, surtout les éducateurs et les moniteurs sont là pour eux et voilà, ils essayent de trouver un convenu. Voilà. Ouais, ouais, tant mieux. Oui, par rapport aux jours de congé, tu en parlais. Il y a aussi alors moi je parle que de ma structure, mais il y a des jours aussi des fois pour aller consulter un spécialiste ou consulter un médecin. Il y a des jours en plus. Mais il y a moi j'ai découvert il y a quelques semaines de ça que en fait sur 2 établissements, sur 2 ESAT donc différents, il y avait une grosse différence au niveau des jours accordés et ça avait été rediscuté et redéfini en 2023 pour se mettre un peu plus sur le code du travail. Mais sinon, ça pouvait être par exemple pour le décès d'un enfant, dans un ESAT c'était 5 jours, dans l'autre ESAT c'était 2 jours ou 3 jours je crois, et le code du travail c'est 8 jours. Donc ça a été réadapté, ça a été remis au niveau du code du travail en 2023. Voilà. Et il y avait une différence. Alors je sais pas exactement, moi j'ai pas participé à ces réunions-là de réflexion sur ces fameux jours, etc. Mais en tout cas, jusqu'à mi-2023, il y avait une grosse différence entre les dates. Donc je sais pas comment c'est défini, vu que c'est pas vraiment le code du travail. Est-ce que c'est chaque direction ESAT qui définit ses propres règles? Je pourrais pas te répondre. Je sais pas. Il est dur. Ouais, parce qu'en fait, ils disent que chaque établissement a son fonctionnement et du coup, voilà, ils peuvent pas faire autrement par rapport à tout ça. Mais bon, après, c'est vrai que ça crée des jalousies, des choses. Oui, mais moi j'ai eu 8 jours, moi j'ai eu 5 jours et du coup, voilà. Mais ouais, faudrait le travailler et le questionner plus. Hein.
Au niveau des congés d'un décès de quelqu'un de la famille ou d'un proche je sais pas, ou d'un ami tu vois. Voilà. J'entends bien ce que vous dites sur ce madame qui parle bien. Et je dis, comment voulez-vous qu'on soit motivé à travailler à mi-temps ou à plein temps quand on voit, moi je parle de mes éducateurs, mon éducateur qui est là, mon référent, et que je suis son référent, qui est payé pas normalement pour ce qu'il fait, et comment voulez-vous que nous on soit motivés à travailler normalement? C'est pas possible, c'est impossible ça. Monsieur. Décidément. Mais oui, du coup, effectivement, dans le milieu du social, du médico-social, les travailleurs sont mal payés. Donc c'est un peu aussi on peut parler, voilà, un peu les précaires qui s'occupent de précaires aussi. Bon, après on n'est pas sur les mêmes niveaux quand même, parce que voilà, là vous êtes payé au SMIC, voire juste au SMIC. Voilà, nous on est un peu au-dessus, mais on est au-dessus parce que récemment aussi on s'est battu pour avoir la prime Ségur, ce qui fait que voilà. Moi par exemple, je suis payé 1680 € par mois. J'aurais pas la prime Ségur, je serais payé 1500, pardon. Donc voilà, donc il y a effectivement, on est aussi, c'est pas normal aussi, mais il y a un manque de moyens. Mais après ça, c'est encore une fois, c'est des choix politiques. Parce que le social, le médico-social, la psychiatrie, le soin, c'est pas une priorité. La priorité, c'est surtout de faire de l'argent, c'est le business, voilà. Et du coup, c'est vraiment là où est le. Ben voilà, parce que les 50 milliards d'euros qu'il va y avoir en plus là pour l'armement, c'est de l'argent qu'il n'y aura pas pour tout ce dont on est en train de parler, tout ce qui est vraiment essentiel au fonctionnement d'une société. Et, peut-être pas forcément à l'équité, même si ce serait idéal, mais au moins à l'égalité. Ou voilà. Après, il y a des fois des choses qui s'expliquent pas des fois. Hein. Par exemple, si on pourrait pas dire, on digresse un peu, mais on part un peu sur autre chose. Mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est parti de quelque chose et ça s'est enflammé, etc. Mais ça peut partir à tout moment en fait. Mais ça s'organise aussi. Faut que ça s'organise. Oui, après il y a des positifs aussi, dans le sens où il y a des choses où ils disent voilà, où ils s'y placent quand même dans l'établissement. Après c'est pas pour autant, voilà, il y a des choses qui sont à questionner, des choses qui sont à redéfinir, à rediscuter. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il faut se battre pour que ça évolue, pour que ça change. Après voilà, moi je suis pas forcément de dire que tout est négatif non plus, mais par contre voilà, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour. Non, il y a quand même du positif. Hein. Regarde, là, je tiens quand même à préciser, là, à vous préciser à tous que Gilles et Héloïse, encore hier à 17h, ils savaient même pas qu'ils allaient intervenir aujourd'hui. Je tiens quand même à le dire. Donc franchement, merci à vous deux. Merci à eux, merci à tous les autres aussi qui ont réussi à les mettre en lien aussi avec moi. Et donc franchement, ça, je trouve que ça, c'est fort. Ça c'est vraiment, pour moi, c'est fort. C'est un exemple de à quel point quand même on peut réussir à mobiliser du monde et à se mobiliser quand c'est des sujets qui touchent et qui questionnent. Et ouais, mais heureusement que j'en avais pas 10, hein, j'aurais pas pu gérer sinon. Non, mais j'en voulais pas 10. Hein. Non, 2, c'est au contraire, c'est trop bien. Donc merci, vraiment, merci à vous encore. Ah ouais. Ok, yes. Et bonjour, Alexandre, je suis psychologue et en fait c'est pour faire le lien avec ce que vous disiez, c'est déjà je pense qu'il faut surtout que ce soit visible. Enfin moi justement je suis venu ici parce que je connais pas du tout le monde des ESAT et pourtant je suis quand même formé et spécialiste supposé dans la santé mentale, tu vois. Et c'est un milieu qu'on connaît pas du tout et là en fait je découvre, même si on parle beaucoup de négatif, je suis hyper rassuré de savoir que vous vous plaisez quand même dans vos établissements et je vous trouve hyper courageux parce que je vous cache pas que je suis sidéré vraiment et j'essaie de contenir un peu ma colère depuis tout à l'heure quand on vous traite d'usager. J'avoue que pour moi c'est inacceptable. Enfin, même le département de l'Hérault, on a fait un séminaire il y a pas longtemps où on disait que dès lors où tu produis quelque chose, c'est un travail. Donc pour moi, vous considérez comme usager, c'est inacceptable en fait. Et à aucun moment, c'est un mot qui me passerait par la tête pour décrire ce que vous faites. Mais évidemment, voilà, il faut qu'on soit au courant. C'est-à-dire que même des gens qui, comme moi, travaillent dans le public,
on n'est pas du tout au courant de ce que vous vivez en fait. Et je pense que ça passe par là, c'est-à-dire des petites rencontres où on va observer, on va questionner, on va voir qu'il y a des points très positifs, mais effectivement, il y a des gros points noirs dans l'institution. Et c'est pour ça que vous parlez de désinstitutionnalisation. C'est peut-être de voir que l'ESAT est utile, peut-être pour rassurer, se poser, comprendre, et après voir qu'est-ce qui en entreprise est possible dans l'adaptation. Mais c'est là où voilà, ça touche à plein de questions. Mais non, voilà, je voulais dire, vous êtes archi courageux et chapeau, c'est hyper intéressant, quoi. Merci. Oui, après tu disais qu'effectivement les ZAD ça pouvait être un tremplin, et c'est déjà comme ça que c'est défini en fait. Actuellement c'est déjà le cas. Après, à savoir que les statistiques, c'est chaque année entre 1 et 2% des travailleurs et travailleuses des ZAD qui vont vers le milieu ordinaire et qui restent de manière pérenne. Voilà. Et il y a souvent aussi des retours. Voilà, il y a une chose qui évolue aussi, c'est que maintenant il y a une possibilité de revenir après dans son état. Il y a la place qui n'est pas perdue. C'est-à-dire que pendant un an reconductible une fois, je crois, dans le milieu ordinaire, il y a possibilité de revenir en ESAT après. Mais la réalité aussi, c'est que surtout en France, le monde du travail est pas, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de, enfin, il y a aucune volonté d'embaucher des personnes en situation de handicap. Enfin, il y en a certaines structures, certaines boîtes, etc. Mais souvent l'intérêt qu'il y a, il est souvent économique, il est souvent pécunier, et c'est pas éthique, quoi. C'est pas juste normal de, voilà. Attends, je continue juste sur ce sujet pour vous demander votre avis à vous, Gilles et Héloïse. Je sais qu'il y a des PAP, des projets d'accompagnement personnalisé, ou en tout cas où il y a aussi un suivi d'accompagnement aussi social, etc. Vous faites des points réguliers avec qui, comment, et est-ce que vous re-questionnez un peu des fois le monde du milieu protégé, enfin, et en l'occurrence votre travail, au-delà des missions que vous faites, est-ce que dans le cadre de ce projet d'accompagnement personnalisé, vous re-questionnez un peu les conditions et de se dire, ok, peut-être, est-ce que vous voudriez aller là ou pas, vous voyez? Oui, bien sûr, on a un PP une fois par an, donc voilà. Une fois par an, ouais. Voilà, et du coup, on se re-questionne de l'année précédente, de voir les points qui n'ont pas été, les objectifs qui n'ont pas été faits, ou les autres points qui n'ont pas été relevés, et du coup, on essaye de voir suivant avec les éducateurs. Du coup, donc moi et mon éducatrice, mes deux éducatrices, on fait un PP avec le psychologue et le chef de service. Et voilà. Et après, ça passe en mission, et après en commission, et après, ils voient s'il y a des choses à rectifier ou pas, et voilà. Et après, voilà. Et après, j'ai une réunion avec mes éducs, et voilà. Et c'est pour tous les travailleurs pareil. On a un PP comme des réunions, comme dans le milieu ordinaire, avec les chefs et tout ça, mais voilà, c'est pareil. C'est la même chose. Donc voilà. Je voulais savoir quel était le but d'un ESAT, en fait, par rapport à moi qui suis cérébrolésé dans un centre de cérébrolésé. On nous donne une fonction et une direction, un projet pour être autonome, en fait. Devenir autonome et se débrouiller un jour de nos propres ailes. Donc, quel est le but d'un ESAT par rapport à ce que vous dites tous ensemble? C'est de redevenir autonome, c'est d'aider les gens à réagir tout seul, je sais pas moi. Alors en fait, c'est un peu de l'autonomie sans être de l'autonomie. C'est juste que par exemple, on peut se faire accompagner comme moi et vous en tant que personne en situation de handicap, mais aussi voilà, après ça dépend de l'âge aussi, parce qu'on a une retraite à partir de 60 ans. Du coup, c'est le monde du travail quand même, c'est pas ouais. Et par contre, c'est pas l'AH qui prend en charge, c'est la CARSAT qui prend en charge. C'est une autre caisse, voilà, dispositif. C'est ça. Oui, là, l'ESAT, c'est vraiment spécifique au monde du travail. Il y a vraiment l'idée d'un travail avec certes un accompagnement social, médico-social et tout, mais il y a quand même l'idée du travail et comme on l'a dit, de la rentabilité, des missions, des tâches à effectuer, etc. Là où dans des foyers ou dans des autres, il y a quelque chose. En plus, là, quand vous parlez du cérébrolésé, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'avant et de l'après. Donc, il y a aussi l'idée d'une reconstruction, etc., un processus un peu de cheminement. Voilà. Là où en ESAT, c'est un peu différent aussi.
Ok, waouh, on dit beaucoup de trucs. Je m'attendais pas à ce que l'heure passe si vite. Peut-être juste avoir... Bon, c'est bon. Ouais. Merci. Peut-être juste avoir un ordre d'idée, merci, sur ce que vous pensez des milieux, on va dire, dans les milieux ordinaires, avec des entreprises adaptées, ou en tout cas, tout ce qui est... Là, dans le monde de la restauration, il y a eu pas mal de nouveautés aussi avec tout ce qu'on appelle des restaurants extraordinaires, voilà, et où du coup il y a une mixité des travailleurs avec une partie de travailleurs valides, une partie des travailleurs handicapés, mais qui sont dans le milieu ordinaire et qui sont dans la société classique. En plus, dans le monde de la restauration, on peut être en plein centre-ville de Montpellier, etc., en plein centre-ville tout court. Qu'est-ce que vous pensez de ces milieux-là ? Parce que aussi souvent, ce qui est perçu aussi de l'ESAT, c'est qu'il y a l'idée du milieu fermé et l'idée aussi de on vous voit jamais en fait. Enfin, c'est bête, mais on vous voit jamais. Je caricature, mais dans le sens, vous n'êtes pas dans la vie du centre de la vie de tous les citoyens qui passent, de tous les usagers et tout. Donc, est-ce que vous avez eu un avis un peu sur ce type de travail-là dont je parlais avant ? C'est-à-dire que, par exemple, si un employé qui travaille dans une entreprise normale, il serait bien qu'il fasse un stage à pouvoir commencer dans les AT. Ouais. Voilà, ça serait bien, ça, pour voir comment ils organisent. C'est pas pareil dans une entreprise privée ou privée, pour voir comment dans les AT ils fonctionnent. Okay. Parce que ça, ils connaissent pas. C'est ça, pour voir, parce que nous, handicapés, ils croient qu'on est handicapé lourd ou je sais pas quoi, non. Handicapé normal, moi je suis normal, je fais que bon, ça fait longtemps que je fais que des psy, mais pour voir comment ça fonctionne. Mais eux, ils voient pas. Oui, comme on est à part, ok, ils se mélangent pas. Ce serait bien de mélanger, qu'ils fassent un stage pour voir comment c'est dans les AT. Oui, sur la question d'avoir des périodes aussi de stage, d'observation, de pouvoir connaître en fait les différents milieux, ça c'est clair, c'est hyper important. Est-ce que toi, Paul, sur ce sujet-là on va dire dans les milieux ordinaires, mais avoir ce public mix là sur les restaurants là dits extraordinaires. Alors on passe au-delà de l'aspect marketing de comment on instrumentalise le handicap et la personne et le travailleur handi, et on en fait tout un marketing. On passe sur ce sujet-là, mais plus sur le fonctionnement, tu vois, de ce type de. T'as un avis là-dessus ou pas ? En fait, après, moi, je connais pas vraiment, je me suis pas assez penché non plus sur ce sujet-là. Après, dans l'idée, j'ai l'impression que c'est intéressant. Après, j'avoue que je sais pas, j'ai pas assez creusé. Dans l'idée, je trouve ça intéressant. Après, effectivement, il y a sûrement des limites aussi. Ouais. Mais ouais. Vous avez parlé de la restauration, Camille, qui était un boulot des plus durs que j'ai eu. Alors, j'ai travaillé en restauration. Quand on faisait des heures, pas possible, 17 heures ou 15 heures par jour, c'était énorme. Et on était bien payé, parce que la restauration était bien payée à l'époque. En extra ou n'importe quoi, c'était bien payé. Maintenant, quand je vois la restauration qui est à l'heure actuelle, comment un handicapé peut faire un minimum d'heures et rester debout, sourire, le respect des gens et tout, c'est hyper dur. Comment il peut respecter tout ça et être un minimum payé à son salaire pour survivre ? C'est pas normal. Pas normal. Je crois que ça va être le titre de cette conférence. C'est pas normal. C'est vrai. C'est pas normal. Là, pareil, j'ai pas d'avis et c'est pas forcément pour défendre ce type de milieu-là, mais par contre, je sais que pour en avoir côtoyé 2-3 sur des restaurants, spécifiques avec, en tout cas c'est pas des salariés, pas des vendeurs, des équipiers, ouais, merci, qui sont handicapés et d'autres qui sont valides. Il y a des systèmes d'adaptation en fait qui sont mis en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3000 services, où il n'y a pas un service continu toute la journée, il y a un seul et même service, il y a un menu type par exemple avec deux plats, 2 entrées, etc. Il y a vraiment une carte réduite et
Et voilà, il y a aussi tout un système de le client est assez autonome aussi dans son processus de choix de menu. Par exemple, c'est lui qui coche directement sur la carte et c'est pas l'équipier qui vient et qui prend la commande, etc. Donc voilà, il y a tout un système un peu d'adaptation que je trouve assez intéressant et où en fait ce qui me plaît dans cette idée-là, c'est que c'est un peu au client de s'adapter à ce restaurant-là. Et en fait, donc de par le marketing qu'on a mis derrière ce truc-là, qui est très questionnable, hein, on est d'accord, en fait, le client vient quand même dans un certain état d'esprit. En fait, s'il est pressé et qu'en effet, il veut son repas en deux temps, 3 mouvements et qu'il n'a pas le temps pour manger, franchement, il peut aller ailleurs, clairement. Il va au bistrot du coin, c'est ça. Il va prendre un sandwich et c'est bon. Mais en fait, s'il accepte à un moment donné de se dire, ok, ben là, je me donne ce temps-là et j'accepte que la commande soit un peu plus lente ou que ça se passe différemment ou quoi. En fait, on vient chercher autre chose, quoi. On vient pas juste chercher. Je viens pour payer un service et je me fais servir en 5 minutes et je repars. Ouais, carrément. On vient chercher du plaisir, on vient chercher du plaisir aussi dans la transmission de joie, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage aussi. Il y a un rapport différent, en fait, humain, relationnel et tout. Et donc, c'est ça, en fait, qui est, pour moi, assez intéressant de ces types de restauration-là. Et donc, voilà, on peut se questionner ça, quoi. Voilà. Mesdames et messieurs, ça fait un petit moment qu'on parle en fait, et on va finir tranquillement. Est-ce que vous voyez des choses à dire pour des dernières choses que vous n'avez pas dites, que vous auriez envie de partager? Pas forcément, toi, à part go pour la révolution, go pour aller brûler des cagettes dehors. Merci infiniment à vous d'être venus ce soir, à vous public et à vous mes invités et notamment vraiment un grand merci à vous deux, Héloïse et Gilles, d'avoir géré au pied levé là, de se dire oui c'est bon, je viens pour gérer une conférence, trop bien. Merci à Maude et à Christine, à Teddy notamment de m'avoir mis en lien avec vous, très chouette. Dear.